Mes amis, les nouvelles de la Russie sont mauvaises. Le sauveur de la Russie a été assassiné en ce 1er septembre 1911. Il se trouvait alors à Kiev pour assister à une représentation d'un opéra de Rimsky-Korsakov. Il se serait éloigné de sa place pendant le second entracte. Un individu, armé d'un pistolet Browning, lui aurait tiré 2 balles dans le corps. L'une atteint son bras, l'autre son foie. Cette dernière balle aurait été détournée du cœur par une croix qu'il portait autour du cou, la croix de l'ordre de Saint-Vladimir. Si je vous parle d'un air si solennel, c'est que le sort de la Russie est désormais suspendu à la vie de cet homme. Le sauveur de la Russie, carrément. Et comment il s'appelle? Piotr Stolypine, ou Pierre Stolypine, ministre de Nicolas II. Sauver la Russie de quoi? De son mal. Pour comprendre, nous allons devoir remonter loin, très loin dans le passé. Bienvenue sur l'étoffe d'un chef, nous allons interroger aujourd'hui le mal profond qui a empoisonné la Russie depuis l'aube du XVIIe siècle. La Russie est un régime despotique, on devrait même plutôt dire autocratique dans le langage officiel. Un langage qui date du premier Romanov. Si un jour vous voulez traiter le tsar de sale autocrate, sachez que ce n'est pas du tout une insulte, c'est au contraire le terme dont il se revendique. Ce despotisme se manifeste de diverses manières, mais on va aujourd'hui analyser un aspect fondamental de l'autocratie qui est le servage. La Russie fait peser sur sa paysannerie un régime de servage. C'est un truc entre l'esclavage et la liberté, non? Ou bien plus comme l'esclavage? Je sais plus. Alors c'est pas toujours très clair dans la tête des gens. Ces deux notions sont certainement très proches. Disons qu'il existe 2 formes de servage. Le servage personnel, qui n'est autre que l'esclavage en fait. Certaines personnes n'ont pas la propriété d'elles-mêmes. Ce statut existe dans le monde entier. Néanmoins, en Europe, il a été raréfié puis supprimé autour de l'an 1000. Reste l'autre forme de servage, le servage réel. Le servage réel? Parce qu'il y a un faux servage? Réel, c'est ce qui vient du latin res, la chose. Le servage réel est le fait pour un homme d'être attaché à une chose, un bien foncier. Le cerf est attaché à sa terre. En latin, on dit aussi qu'il est attaché à sa glèbe. Lorsqu'un seigneur vend la terre, il vend aussi les serfs qui y travaillent. D'ailleurs, le propriétaire du terrain, qui est un noble, peut récupérer les biens du cerf à sa mort. C'est ce qu'on appelle la main morte. Il peut aussi faire travailler le cerf gratuitement sur ses domaines pour construire un moulin, un grenier ou faire un chemin. C'est ce qu'on appelle la corvée. Main morte et corvée sont des concepts qui accompagnent le servage réel. Quand vous lisez des bouquins d'histoire et que vous rencontrez ce mot, servage, d'habitude, on fait référence au servage réel. Et cette réalité, elle concerne tout particulièrement la Russie. Oui, mais attends, poto, là, tu vas un peu vite, là. Le servage, c'est pas du tout propre à la Russie, mon pauvre ami. Toute l'Europe a pratiqué le servage, y compris la France. Alors, tu as raison. Initialement, le servage était une réalité banale dans toute l'Europe, cependant, il est peu à peu passé de mode en Europe occidentale. En France notamment, le servage est devenu peu intéressant, même pour les nobles au moment des grands défrichements du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe. À l'époque féodale, beaucoup de seigneurs préfèrent souvent d'autres formes de contrats, comme la censive. Puis, un peu plus tard, le métayage. En outre, la plupart des paysans en France sont propriétaires de leurs terres. Ce sont les alletiers. Et vous voyez bien que tout ça, c'est très différent du servage. Tous les métayers et tous les alletiers sont des paysans libres, qui peuvent contracter ou non avec leur bailleur. Donc là, je parlais pour la France, mais cette évolution, elle existait aussi en Angleterre, en Italie et en Espagne. Aller dans la Castille du XVIe siècle, par exemple, ça va être dur de trouver un serf. Quand je dis qu'il n'y a pas forcément de serfs, ça ne veut pas forcément dire que tous les libres sont propriétaires, comme c'est fréquent dans le Royaume de France. Ça peut varier selon les régions. Mais enfin, leur personne est en régime de liberté. Ils ont été la cible d'un processus d'affranchissement, en fait, qui s'étale sur une bonne partie du Moyen-Âge. Ah oui, mais ça, c'est pas le cas en Russie. Eh bien non, plus tu marches vers l'Est, moins cela est vrai. Le Saint-Empire connaît des situations variées, et une fois que tu as traversé l'Elbe, le servage devient une réalité. En Prusse, en Pologne, et alors en Russie c'est le pompon. En effet, en Russie, l'évolution est complètement inverse. Alors que le servage s'affaiblissait en Europe, alors que les rois de France avaient tendance
à affranchir les serfs qui travaillaient sur leur domaine, eh bien en Russie, le servage n'a pas cessé de se renforcer, au contraire. Ce qui est complètement anormal par rapport à la marche du temps et notamment l'entrée dans les temps modernes. À l'aube du XVIIe siècle, le tsar s'appelle Boris Godunov. C'est un homme qui n'appartient à aucune famille impériale et qui fut régent du dernier tsar de la lignée impériale précédente. Sous Godunov, la situation juridique des Russes est très variée. Il y a des esclaves qui ne payent pas la taille, l'impôt. Il y a des serfs et des hommes libres qui, eux, la payent. Ces serfs, malgré tout, pouvaient changer assez fréquemment de propriétaire. C'est ce qu'on appelait la Saint-Georges. La Saint-Georges. Tu veux dire la fête de la Saint-Georges? Oui, c'est une fête, très connue d'ailleurs dans le monde slave. Chaque année, lors de la Saint-Georges, le 26 novembre, les moissons étant terminées, les paysans serfs ou libres rendaient compte de la récolte passée, et bien souvent ils changeaient de maître ou de propriétaire, surtout si le dernier leur avait valu des abus. C'était une fête où on mettait à plat les contrats en quelque sorte, on pouvait respirer. Les paysans mécontents de leur maître pouvaient espérer changer de situation. Mais sous Boris Godunov, les changements de maître de la Saint-Georges sont interdits. La main-d'œuvre servile découvrait qu'elle était en quelque sorte définitivement enchaînée à sa terre, et donc à son propriétaire. Ce mouvement d'asservissement global explique sûrement d'ailleurs l'extrême impopularité de Boris Godunov. Godunov était haï par son peuple, et ce qui a été renforcé notamment par le fait qu'il n'appartenait à aucune famille impériale. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Godunov sera renversé par les partisans d'un imposteur très célèbre dans l'histoire, le faux Dmitri, le fils prétendu d'Ivan le Terrible. Parce qu'il préférait l'époque d'Ivan le Terrible? Oui, la mémoire populaire russe conserve un regard positif sur Ivan le Terrible. Alors bon, entre nous, c'était un autocrate de la pire espèce, et peut-être que je reparlerai de lui. Mais disons qu'à son époque, la Saint-Georges, au moins, ça existait. Et ça, dans la tête des paysans, ça leur parle. Ça a un rapport avec leur quotidien. Les Russes ont donc renversé Godunov, et en jetant sur le trône un homme qui prétendait être le fils d'Ivan le Terrible. En fait, cet homme était un usurpateur, mais cela est une autre histoire. Bon, le temps a passé, sautons quelques décennies, en 1649, le tsar, Alexis le Très Paisible, qui est le second Romanov, il va plus loin. Lui, il cherche à rationaliser la société. Les Russes, il va les faire rentrer dans 3 catégories différentes. Pourquoi? Mais moi, j'en sais rien. Il est comme ça, Alexis. Il aime mettre les gens dans des casiers. Il y a le tsar, il y a les seigneurs, et il y a les serfs. C'est tout. Point. Ça, c'est une belle orga. On uniformise les statuts juridiques. Il fait rédiger un fameux code de loi, l'Oulogénier, de 1649. Ah oui, pour que tout le monde paye la taille et soit corvéable à merci. Ah ben c'est l'asservissement total et général de la main-d'œuvre paysanne. Les hommes qui jouissaient de la liberté jusqu'ici en Russie retombent brutalement à l'état de serfs. Cela est d'ailleurs présenté comme une œuvre bienfaisante. Alexis le Très Paisible nous dit que c'est mieux. Il feint d'y voir un avancement de la société. Alors ça va vous paraître complètement délirant, mais lui le voit comme un progrès. Les serfs étaient, avant 1649, au service d'un propriétaire noble. Après cette date, selon Alexis, il travaille sur sa terre, mais sont propriété personnelle du tsar. Donc on n'est pas loin de l'esclavage en fait. En réalité, on est très proche de l'esclavage. Autrement dit, il y aurait une sorte de servage réel vis-à-vis du seigneur et un servage personnel de tous les Russes vis-à-vis du tsar. Bon, c'est tout à fait logique quand on y réfléchit. Le seigneur les fait travailler, il peut les châtier par châtiment corporel, au knout, mais le seigneur ne peut pas les affranchir. Seul le tsar possède ce droit et il ne l'accorde jamais. En fait, on est en train de mettre en place une véritable exploitation servile et généralisée de la population russe. Le moujik apparaît. C'est quoi le moujik? Tu sais, le moujik, c'est le paysan pauvre de la Russie. On imagine un visage hâve, émacié, tenaillé par la faim, un peu couvert de sa touloupe en peau de mouton, qui noie son chagrin dans la vodka. Voilà l'image que les étrangers auront de la Russie pour les siècles à venir. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit jusqu'ici. On est dans un régime extrêmement dur. Les serfs sont attachés à leur terre, on peut les vendre avec la terre. On peut envoyer leurs enfants au recrutement pour tel ou tel travail, sans demander leur avis aux parents.
On peut choisir de mettre l'aîné sur telle parcelle, envoyer le cadet à un ami, on peut faire de bonnes affaires en séparant les familles. Avec les serfs, on est dans des logiques très proches du marché d'esclaves. On peut les soumettre à un régisseur qui va fixer les redevances au niveau qu'il souhaite, même à des niveaux extrêmement hauts. Tenez, en préparant cet épisode, je lisais une nouvelle de Ivan Tourgueniev, qui est un écrivain russe très célèbre, qui décrit la situation dans ses détails les plus pénibles. Il raconte comment les régisseurs des propriétés sont tout puissants, si par malheur un moujik n'arrive pas à sortir des arriérés. Alors quand Tourgueniev dit qu'il n'arrive pas à sortir des arriérés, il veut dire qu'il n'arrive pas à payer ses redevances à temps. Et donc, étant donné qu'il est dans une situation de débiteur vis-à-vis du régisseur, ce dernier peut en faire absolument ce qu'il veut. Lui donner le knout, le faire travailler 14 heures par jour, ou lui arracher tous ses enfants par recrutement forcé. Bon, maintenant, avançons un peu dans l'histoire. Bientôt arrive un monarque éclairé, Pierre le Grand, et qui est un homme passionné de marine. Et comme tous les Russes passionnés de marine à cette époque-là, il a un objectif. Atteindre la mer. Oui, parce que la Russie ne touche pas encore la mer à ce moment-là. Et quelle est cette mer? La mer Noire. C'est la mer Noire. Oui. Non, attends. La mer Baltique. Bah oui, parce que Saint-Pétersbourg, ça vient de lui. Péters, c'est Pierre. Oui, surtout la mer Baltique, mais en fait les deux. Pierre le Grand a mis pied sur la froide et sur la chaude. Sur la mer Baltique et sur la mer Noire. Mais surtout sur la mer Baltique, parce que ses possessions en mer Noire ne seront pas du tout assurées dans la durée. Les nouveaux chantiers navals à Azov, sur la mer Noire, à Kronstadt, sur la mer Baltique, et la construction de sa fameuse capitale en bord de mer, Saint-Pétersbourg, que vous connaissez tous, tout ça, ça date de son époque. Pendant plus d'un siècle, les serfs vont construire cette ville. Voici ce que dit l'écrivain Custine qui visite les travaux en 1839, soit presque un siècle et demi après ses débuts. 6000 ouvriers étaient continuellement à l'œuvre. Il en mourait chaque jour un nombre considérable, mais les victimes étant à l'instant remplacées par d'autres champions qui couvraient les vides pour périr à leur tour sur cette brèche inglorieuse, les morts ne paraissaient pas. Et le seul but de tant de sacrifices était de justifier le caprice d'un homme. Pendant des froids de 26 à 30 degrés, 6000 martyrs obscurs, martyrs sans mérite, martyrs d'une obéissance involontaire, car cette vertu est innée et forcée chez les Russes, étaient enfermés dans des salles chauffées à 30 degrés, afin d'en sécher plus vite les murailles. Ainsi ces malheureux subissaient, en entrant et en sortant de ce séjour de mort devenu grâce à leur sacrifice, l'asile des vanités, de la magnificence et du plaisir, une différence de température de 50 à 60 degrés. Mais attends, mais Pierre le Grand, il est pas censé être un monarque éclairé? Il n'était pas censé être plus intelligent que les autres d'avant parce que lui, il avait lu les livres de Voltaire, je suis super moderne, je suis plus cultivé, tout ça, c'était du bluff? Ah oui alors, les monarques éclairés, une belle arnaque ça aussi. Pour moi, un despote éclairé, c'était un despote, mais qui s'intéressait au sort du peuple, qui s'inquiète que le peuple puisse bien manger cet hiver, par exemple. Non mais absolument pas, tu crois vraiment que la charité a été inventée au XVIIIe siècle? Aucun rapport. Ils sont éclairés dans le sens où ils véhiculent les idées du temps. Ils veulent cultiver les sciences modernes, mathématiques, techniques, horlogerie, stratégie militaire, physique, médecine. Les Russes à cette époque n'ont pas de savants. Ils sont débiteurs de l'Europe. Pierre le Grand et Catherine II tentent de tirer à eux la couverture des nouvelles idées scientifiques du siècle. Être souverain éclairé, plus précisément, cela signifie penser que nous sommes libérés de l'obscurité et de l'ignorance pour entrer dans la lumière du savoir. Donc c'est de la science, c'est de l'occidentalisation, à coup de matraque, je te le cache pas, c'est Pierre le Grand, parce que si tu veux qu'on t'appelle le Grand en Russie, il faut taper sur des types, c'est comme ça. Le servage, pendant ce temps, ça reste au point mort. Et même ça empire. Il y aura bien une libération en Russie, c'est celle des nobles, parce que les nobles étaient aussi asservis au tsar, je vous passe les détails. Cette libération des nobles, elle a lieu en 1762 et c'est l'âge d'or de la noblesse. Mais ça ne change absolument rien, en fait non, ça empire la condition des serfs. Les nobles libérés sont dans une compétition pour s'enrichir et pressurer leurs serfs est alors un enjeu financier de taille. Bref, tout ça pour dire que siècle des Lumières, oui, abolition du servage, certainement pas. En fait, le renforcement des nobles au détriment des serfs sous Catherine II va entraîner une révolte très grave. C'est la révolte de Pougatchev. Un officier cosaque du Don, Emelian Pougatchev, entre en révolte et toute la paysannerie de Basse et Moyenne Volga, de Sibérie aussi, s'embrase. Pour simplifier, Pougatchev, c'est un garçon fort sympathique. Un beau matin, quelqu'un lui a dit qu'il avait une vague ressemblance avec le défunt mari de Catherine II. Là, il s'est dit
peut-être que je peux tenter ma chance. Et en fait, il s'est fait passer pour le tsar Pierre III qui, en fait, avait été assassiné. Il s'est fait passer pour le tsar, comme à l'époque du faux Dmitri. Et les gens y suivent. Incroyable comment ils sont crédules quand même. Oui, mais c'est comme ça en Russie à l'époque. N'importe quel kéké avec une verrue sur le nez qui fait vaguement penser à celle du tsar Pierre ou Paul ou Dmitri ou Jean-Eudes peut crier « Je suis le tsar !» Et ça marche très très bien, c'est même la condition sine qua non pour que tu sois écouté. Vous commencez à comprendre comment fonctionnent les Russes de cette époque. Il faut prétendre être le tsar pour donner des leçons au tsar. C'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on se dit que c'est pas prêt de bouger. Les Russes sont persuadés du caractère divin de la famille impériale. C'était le raisonnement sous Boris Godunov. Si nous sommes malheureux, c'est parce que notre tsar n'est pas le bon, c'est pas un vrai tsar. Ce raisonnement marche très bien à l'époque. Mais de façon générale, les Russes ont besoin de cette idée du tsar régnant et dominant, qui est l'unique véritable décideur du pays. Ils sont malgré tout dans une sorte de dépendance. Vis-à-vis de cette idée, il y a quelque chose comme de la servitude volontaire dans cette façon de vivre. Pour reprendre une expression célèbre de la Boétie. La révolte est réprimée dans le sang, Pougatchev est décapité, Catherine II sait que c'est à cause du servage, elle le sait très bien, mais elle ne fait rien ou n'ose rien faire. La noblesse sous son règne est à son apogée et ne l'accepterait jamais. Bon, on entre au 19e et peu à peu la Russie se réveille un peu. Il y a une prise de conscience, notamment dans les universités. Joseph de Maistre, un auteur contre-révolutionnaire bien connu, qui travaillait à Pétersbourg, disait un jour, Pougatchev viendra de l'université. La contestation au pouvoir va bientôt venir d'une fraction intellectuelle de la Russie. Ce qu'on peut appeler l'intelligence, l'intelligentsia. D'ailleurs, le mot intelligentsia vient de là. À quoi reconnaît-on l'intelligentsia en Russie ? 1. Ils sont favorables à une limitation du pouvoir du tsar. 2. Ils ont été persécutés. L'intellectuel Raditchev est condamné par Catherine II à la mort. Les décabristes sont pendus par Nicolas Ier au début de son règne. Et troisièmement, peu à peu, les intellectuels s'interrogent sur le rôle de la Russie dans le monde. Ils cherchent ce qui fait l'originalité et l'authenticité de la culture russe. Ce sont des gens assez enracinés. Malgré leur influence, l'abolition ne vient toujours pas. Pourquoi ? Le tsar, il sait qu'il y a un problème avec le servage. D'ailleurs, il y a des projets de réforme tous les jours sur ce sujet. Mais c'est un problème compliqué et la réforme met du temps à venir. Mais c'est pas si compliqué, moi je te le fais, ton décret. Moi, tsar de Russie, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, les serfs sont libres. Et puis ceux qui sont pas contents, ils vont aller bouffer de la neige en Sibérie, et puis c'est tout. Mais ça marche pas comme ça. En Russie, ça marche pas comme ça ? Bon, si, en vrai, ça marche un peu comme ça. Bon ben alors. Bah alors, la réforme finit par arriver. En 1861. Ça reste tard quand même. Il doit y avoir un blocage des mentalités. Je te l'accorde, oui, c'est tard pour mettre fin à un système quasi esclavagiste. Nous, dans le monde occidental, on est mal placés pour lui donner des leçons. Les États confédérés américains n'abolissent l'esclavage qu'en 1865. Eh oui, une guerre de sécession, avec des suites désastreuses. Le Brésil traîne la patte. Il faut attendre la loi d'or en 1888 pour qu'il abolisse l'esclavage. Nous, en France, on a aboli l'esclavage en 48, 13 ans avant. Et je vous parle pas des Arabes, qui eux sont à leur âge d'or, les coquins. Et en fait, il y a une triple résistance. D'abord, la résistance la plus évidente, c'est la noblesse russe. Évidemment, les nobles, ils ont peur de perdre leur source de revenus principale, de perdre leur autosatisfaction d'être la seule classe libre de Russie. Ça signifie l'arrivée de nouveaux petits propriétaires, peut-être plus heureux, qui susciteront l'envie, qui feront de la concurrence. Ce sera une perte de main-d'œuvre, bref. Déjà, le décret, il va mettre toute la noblesse contre lui. Deuxième résistance, le tsar. Alors bon, au 19e, même les tsars les plus conservateurs savaient qu'il fallait s'y frotter un jour, mais ils gambergent sur les modalités d'une réforme. Doit-on les libérer avec ou sans terre ? Avec compensation pour les anciens propriétaires ou sans compensation ? On marche sur des œufs. Troisième résistance, vous le voyez venir, les serfs eux-mêmes, parfois, donnent l'impression d'aimer leur esclavage. Disons qu'ils supportent leurs conditions dans la mesure où le tsar remporte des victoires à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la réforme arrive en 1861, c'est-à-dire
Juste après, une énorme défaite. La guerre de Crimée. Le voyageur Astolphe de Custine, qui est pourtant un homme très conservateur, dont père et grand-père ont été décapités par la Révolution, a déchanté lors de son voyage en Russie. Tous les Russes sont fiers de pouvoir nous dire « Vous le voyez, chez vous on délibère 3 ans sur les moyens de rebâtir une salle de spectacle, tandis que notre empereur relève en un an le plus grand palais de l'univers. Et ce puéril triomphe ne leur paraît pas payé trop cher par la mort de quelques chétifs milliers d'ouvriers sacrifiés à cette souveraine impatience. Toutefois, ce qui me surprend, ce n'est pas qu'un homme, nourri dans l'idolâtrie de lui-même, un homme qualifié de tout-puissant par 60 millions d'hommes ou de presque hommes, entreprenne de telles choses et les mette à fin. C'est que parmi les voix qui racontent ces choses à la gloire de cet homme unique, pas une seule ne se sépare du cœur pour réclamer en faveur de l'humanité contre les miracles de l'autocratie. On peut dire des Russes, grands et petits, qu'ils sont ivres d'esclavage. Un beau jour, Alexandre II monte sur le trône. En 1861, le tsar Alexandre II, qui est un homme intelligent, libéral, décide que l'hypocrisie est terminée, on va la faire, cette réforme. On va la faire par en haut, avant que quelqu'un ne veuille la faire par en bas, ce qui est sans doute assez sage. Il se heurte à une résistance nobiliaire massive, mais il tient bon. Et enfin, c'est la libération des serfs. Alors cette réforme, on peut la résumer en 3 points. D'abord, les serfs sont libérés personnellement. Tout cela sans droit de rachat. Donc ça veut dire que les serfs n'ont pas à payer une indemnité pour leur propre affranchissement. Ok, bon, ça c'est bien. Ensuite, deuxième point, ils peuvent acheter une terre, là où se trouve leur isba et leur enclos bien sûr. Et puis des lopins aux alentours. Faculté d'achat. Super, c'est génial. Donc maintenant, le paysan, il est enfin propriétaire de sa terre. Oui et non. Et comment ça, oui ou non? Il l'est ou il l'est pas? Oui et non, mais plus non que oui. En fait, à l'issue de la réforme, il ne peut toujours pas la vendre, l'aliéner ou en hériter. Disons qu'il y a bien un loup dans la boîte, mais c'est pas vraiment à cause du tsar, c'est autre chose. Le problème, c'est ce qu'on appelle la propriété collective de la terre. Le mir, en russe. Un problème dans le problème. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Russie, les terres qui étaient possédées par les seigneurs ou l'État sont organisées en des unités d'autogestion. Des assemblées paysannes existaient sous une forme pratiquement de démocratie directe. En tout cas, on pourrait le voir superficiellement comme ça. Attends, la Russie, qui est quand même le pays du tsar, autocrate et tout, connaissait l'autogestion? Mais c'est pas censé être une idée de communiste, ça? Oui, alors je vais te révéler quelque chose qui va te surprendre. Effectivement, aujourd'hui, si tu discutes avec des gens de Sciences Po, tout le monde te dira que despotisme, pouvoir d'un seul, et autogestion, pouvoir de tous, sont à l'extrémité l'un de l'autre. Mais là, on est dans le monde réel. Et dans le monde réel, ces deux choses sont un peu proches. Les tsars, Alexis le très paisible, Pierre le Grand, ont tout intérêt à ce que les paysans s'organisent en petites unités d'autogestion pour s'occuper des affaires villageoises. Parce qu'il sait que ces communautés seront trop petites pour être une menace pour lui. Il préfère largement ces petites assemblées villageoises que des circonscriptions régionales plus larges. Donc cette espèce de démocratie directe, c'est une tradition russe depuis le despotisme du XVIIe siècle en fait. Et ça porte un nom, on appelle ces assemblées de village les obtchina. À l'époque du servage, les obtchina payaient l'impôt, la taille, mais de façon collective aux autorités. Et donc c'est elles qui punissaient très sévèrement les fuyards, parce que si quelqu'un quitte le village, la taille revient à plus cher pour tout le monde. Il y avait donc déjà une autorité villageoise pour exercer des jugements. Au moment de la réforme sur le servage, l'intelligentsia, vous vous souvenez, on en a parlé, ces milieux intellectuels qui influencent un peu la politique, sont persuadés que l'obtchina c'est quelque chose de génial, de démocratique, d'autogestionnaire, d'innovant. Ils sont persuadés que c'est une tradition spécifiquement russe, très enracinée. Par conséquent, il faut transférer les droits de propriété de la noblesse vers le peuple, ce qui, à cette époque, signifie vers les obtchina. C'est un peu tordu. C'est un peu tordu, mais en fait c'est très russe. D'abord, l'intelligentsia essaye de montrer que par cette propriété collective, la Russie n'est plus un pays arriéré, comme tout le monde le pense, mais un pays en avance. La Russie ne serait-elle donc pas à la pointe en matière de démocratie directe? Un concept qui commence à devenir à la mode. De plus, autre raison qui est avancée, on voit bien que c'est une mesure anti-bourgeoise. Les Russes
détestent l'esprit bourgeois. Ils pensent que nous, occidentaux, sommes colonisés par l'esprit petit bourgeois. Ça peut se défendre. Peut-être. Mais pour éviter que l'esprit petit bourgeois arrive en Russie, Ils veulent interdire la propriété privée. Ok, je vois le délire. Mais attends, ça veut dire que quand Staline met en place les kolkhozes, la propriété collective des champs dans les campagnes, ça date des tsars en fait. c'est bien les tsars qui généralisent la propriété collective, avant que Staline ne le réintroduise. Mais du coup, ça veut dire que la mesure du tsar Alexandre II, elle est populaire? Dans l'idée, la réforme est populaire, oui, mais c'est le résultat objectif, lui, qui a été très mauvais. La terre ne t'appartient pas, elle appartient à ton village. Si tu veux investir ou défricher quelque chose, tu devras avoir l'accord de toute l'assemblée du village. Une assemblée un peu intimidante de gens plutôt âgés ou plutôt réactionnaires qui n'ont pas l'intention de bouger un poil de leur barbe. En fait, les obstinats décernent des passeports. Ces passeports sont censés être renouvelés tous les 5 ans, mais ils peuvent très bien être retirés sur décision de l'obstinat. Dès qu'elle te soupçonne de prendre des initiatives qui mettent en jeu tout le village. L'Assemblée des paysans est une autorité extrêmement réactionnaire. Si ce que tu fais ne marche pas, t'es accusé de faire couler le village et de faire des dépenses déraisonnables. Et si ça marche, là tu dois partager tes bénéfices avec tous ceux qui se sont tournés les pouces. On retrouve ici les défauts habituels du communisme. De plus, l'assemblée du village a ses propres tribunaux, les volostes. Et puis je vais vous dire, à l'époque, la justice du village, ça se fait à la russe. Ce qui veut dire au knout. Les châtiments corporels, c'est la base dans ce pays. Et si tu fais une dépense déraisonnable aux yeux du village, c'est le knout qui t'attend. Et le pire, c'est que les volostes ont tous les droits, contrairement aux gouverneurs, qui doivent répondre quand même des décisions qu'ils prennent devant le tsar. Il n'intervient jamais pour surveiller la justice locale s'il y a des abus. Donc tout ça fait que le paysan reste dans son état crasseux, reste dans son état de sous-productivité, de sous-rentabilité et donc de sous-alimentation. Il est victime de famine de temps en temps, 1892. D'ailleurs, je le dis comme ça, j'ai parlé de cette famine dans un de mes épisodes privés, les successeurs de Marx. Mais on est dans un contexte où l'intelligentsia est en fait à peu près toute puissante. Il est pratiquement interdit de critiquer le mire, et encore moins d'y toucher. Comme on ne peut pas toucher au mire, les Russes deviennent un peu schizophrènes. Ils sont toujours dans la misère, rien n'a changé. Ils ne développent pas le rendement de leurs parcelles. Ils sont 3 fois moins productifs que leurs homologues français et de plus, ils n'ont aucune autonomie. Et alors maintenant, écoutez bien. Pour expliquer cet état de fait, l'intelligentsia, et en particulier la partie acquise aux idées socialistes, aux idées populistes, parce qu'à cette époque, le socialisme est toujours populiste. Ça veut dire quoi ça? Le socialisme, donc c'est la promesse de la révolution, est populiste. En russe, on dit narodnik, c'est-à-dire qu'elle est promise aux paysans. On promet la révolution aux paysans. C'est la paysannerie qui est la classe opprimée. Je le précise parce qu'habituellement, les socialistes, ceux qui viendront plus tard, les mencheviks, les bolcheviks, eux, ils prennent la défense de la classe ouvrière, plus que la classe paysanne. Vous comprenez? Vous voyez bien que l'axe du combat est légèrement différent dans les socialistes de la génération qui vient, ceux qui s'inscriront totalement dans le schéma marxiste. Donc là, ici, je vous parle bien d'un socialisme populiste, narodnik, qui est, disons, composé d'étudiants qui souvent finissent pas vraiment leurs études, mais qui s'organisent en cercle pour organiser de la propagande et éventuellement des attentats. Ces populistes, dont la voix porte de plus en plus en Russie, vont faire naître un mythe, celui que la raison du malheur des paysans, c'est le manque de terre. Il n'y a pas assez de terre. Et pourquoi n'y a-t-il pas assez de terre? Parce que les nobles confisquent la terre. Ils veulent la garder pour eux et refusent de la céder aux obstinats. Les paysans manquent de terre et il faut les prendre aux nobles. Il faut faire une révolution, par en bas, pour leur arracher cette terre. Ce slogan, vous le reconnaissez peut-être, c'est lui qui fera le succès de Lénine en 1917. Et ce slogan, il est répété partout. Aujourd'hui, évidemment, et en fait, en réalité, tous les gens un peu raisonnables de l'époque le savaient, cette idée n'a statistiquement aucun sens. En réalité, les nobles n'arrêtent pas de vendre leurs terres, justement, depuis la réforme. Ils la vendent et espèrent compenser leurs pertes en investissant dans l'industrie nouvelle, par exemple, dans les chemins de fer, je sais pas, dans de nouvelles choses.
Mais non, les socialistes ont décidé que c'est la faute des nobles, et donc ils le hurlent tous les matins au chant du coq. Ces accusations sont reprises en chœur par les paysans. En effet, le moujik, à cette époque, est incapable de concevoir le principe de la culture intensive. Il ressent très nettement sa pauvreté, il ressent également le prix lourd des terres qu'il rachète et subit en même temps l'augmentation de la population. Les serfs domestiques, qui étaient revenus de la réforme sans dotation foncière, et les cadets lésés formaient une sorte de prolétariat agricole qui recevait à peine quelques poignées de roubles en fin de saison. Pour tous, il n'existait qu'un seul moyen de sortir de la pauvreté: agrandir les parcelles du Mir. Pas un n'imaginait qu'avec un peu d'organisation et un peu de crédit, on pouvait vivre mieux que bien avec la même surface. Bon, évidemment, Alexandre II, le tsar, il n'a pas grand-chose à répondre à ça. Il a déjà enclenché sa réforme pour réfuter en fait cette affirmation. Il a déjà montré des gages de sa bonne volonté. Et donc, peu à peu, les populistes se mettent à penser que le pouvoir est fondamentalement mauvais. Ils s'arment de pistolets et de bombes pour semer les raisins de la colère. Ce qu'ils vont faire, c'est créer la plus formidable campagne d'assassinat politique de l'histoire de la Russie. Les populistes tuent tout le monde et partout, policiers, soldats, généraux surtout, sont assassinés par les terroristes populistes. Mais on est en Russie. Au fond, dans ce pays, c'est le tsar qui commande. Donc bientôt, le mot d'ordre est clair, on veut la peau du tsar. Mais ils espèrent quoi? Si tu tues le tsar, son fils va le remplacer. Quel est l'intérêt recherché? Est-ce que ça va générer une révolution? C'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt recherché? Est-ce que ça va conduire à une révolution par une suite de dominos? J'en ai aucune idée. Ils veulent se payer le tsar. En 1866, Alexandre II sort des jardins du palais d'été, un homme vise dans sa direction, mais une tierce personne lui bouscule le coude au moment où il devait tirer le coup de feu. Please check and try again. Dommage. En 1867, l'année suivante, un homme tire sur la voiture du tsar lors d'un voyage à Paris pour l'exposition universelle. Mais l'arme lui explose dans la main. En 1879, le tsar se promène sans garde du corps à proximité du palais d'hiver. Un homme tire, le rate, et après son échec, il mâchouille une capsule de cyanure de potassium, mais sans parvenir à se donner la mort. En fin de la même année, un train impérial explose, alors que le tsar ne s'y trouvait pas, ayant changé de train au dernier moment. En 1880, la salle à manger du palais d'hiver explose à Saint-Pétersbourg, mais la famille impériale était dans la pièce d'à côté, tandis que les soldats de la garde meurent à leur place. Tant pis. Et enfin, le 13 mars 1881, une bombe explose sous les sabots du cheval de la calèche royale. Le tsar descend de la calèche, le cocher lui hurle de s'enfuir à toutes jambes. Le tsar réformateur déclare que la décence lui ordonne de se tourner vers les blessés pour leur dire quelques mots. Cette dernière attention, qui vous paraît sûrement touchante, sera en fait son arrêt de mort. Une deuxième bombe explose. L'empereur n'a plus ses jambes. Il meurt d'hémorragie au palais d'hiver environ une demi-heure plus tard. Bon, la conséquence de cet assassinat, tu la devines? Bah, le fils prend la suite. Oui. Après Alexandre II, il y aura Alexandre III. Bon, Alexandre III, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, mon papa était trop sympa. Et il lui est arrivé ce qui arrive aux gens sympas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'être sympa. Je vais créer un nouveau système policier qui va quadriller le sol russe. Il va fonder la police du tsar, la fameuse Okhrana. Je dis fameuse parce que j'en parle quand même dans mes épisodes sur Lénine. Alexandre III, qui est un géant à l'allure typiquement impériale, un général disait de lui, on aurait dit Pierre avec sa matraque. Enfin, plus exactement, c'était la matraque sans Pierre le Grand. Au début, l'Okhrana fonctionne plutôt bien. Il y a une accalmie. Mais sous Nicolas II, tout explose de nouveau. Les conditions des paysans sont toujours aussi dramatiques, ils se nourrissent mal, ils attrapent des maladies très facilement, ils sont victimes de grandes famines, et notamment la famine de 1892. Et dans la foulée, les attentats reprennent. Le ministre de l'Intérieur, Plevey, assassiné en 1904. Le grand-duc Serge, gouverneur de Pétersbourg, assassiné en 1905. Rien n'arrête les terroristes qui commettent attentat sur attentat. Le régime est dépassé. Il ne sait plus quoi faire. Le tsar, Nicolas II, prend sa carte de Russie. C'est le feu partout. Il y a des attentats partout, c'est le bordel vraiment dans tous les quatre coins, mais
il remarque quand même un truc. C'est le bazar partout, sauf à un endroit, la province de Saratov. Il demande un peu au gouverneur de la province de Saratov, mais comment tu fais? Pourquoi partout tous les gouverneurs se plaignent, tout le monde me pleure dessus en m'expliquant que les socialistes nous tuent par brochette, et toi, ça va. Chez toi, t'as pas de problème. On finit par dire au tsar, bon ben allez-y, mettez-le à la tête du pays. Il a l'air de se débrouiller plutôt bien, je comprends pas vraiment comment, mais laissez-lui tenter sa chance. Et c'est ainsi que le gouverneur de Saratov arrive au sommet de l'État. Bon, super. Stolypine entre aux affaires. On est en 1906. Quelle va être sa politique? Que dit-il? Écoutez mes amis, vous pouvez parler comme d'habitude de l'autocratie, de la Sainte Russie, répéter, persister à dire que le bien de la Russie dépend de l'autorité respectée du tsar. C'est sûrement vrai. Vous pouvez continuer à taper sur tout ce qui bouge, foutre des échymoses à tous les étudiants désargentés qui ont le malheur de faire un peu de politique. Vous savez, vous allez continuer à avoir des problèmes. La vérité, c'est que la Russie va mal. Les paysans sont malheureux. Non seulement ils ont des rendements catastrophiques, mais en plus de ça, ils n'arrivent pas à assurer la sécurité alimentaire des villes. Les villes ne sont pas toujours sûres de pouvoir manger. On l'a vu en 1892. Et tant que vous ne comprenez pas que le petit peuple en chie, rien ne va changer avec vos petits problèmes. Donc voilà ce qu'on va faire. On va user de la carotte et du bâton. On va traiter les causes profondes et les menaces immédiates simultanément. Dans l'immédiat, il faut pendre tous les assassins. Il n'y a pas le choix. Et Stolypine le fait. Il fait pendre environ 5000 personnes entre 1906 et 1911. C'est ce qu'on appelle les cravates de Stolypine. Alors vous pouvez me dire que c'est horrible, c'est affreux, mais ne vous y méprenez pas. Cette force, elle était très calculée et très proportionnée. Les 5000 pendaisons dont je vous parle, c'était en 5 ans. Mais entre 1905 et 1907, en 2 ans seulement, les terroristes populistes ont assassiné un chiffre excédant les 9000 personnes. Mais avec Stolypine, en 1910, la criminalité redescend à zéro. Bon, voilà pour les mesures immédiates. C'est très bien, c'est de la rustine. De la rustine très efficace, mais ça reste de la rustine. En parallèle, on va traiter les causes profondes. En fait, le problème, nous dit Stolypine, c'est que vous vous êtes laissé avoir par le discours de l'intelligentsia, qui est d'ailleurs repris par les socialistes. Vous pensez que les villages sont intouchables. Soit vous les pensez intouchables par nationalisme. Ils sont soi-disant la preuve que la Russie est en avance sur son temps, qu'elle a un rôle unique à jouer dans la marche du temps. Soit ces villages sont intouchables parce que certaines personnes dans les universités feignent d'y voir du socialisme autogestionnaire. Ce en quoi ils ont sûrement besoin de lunettes. En fait, ce sont bien les obtchina, donc les villages, qui empêchent le paysan de s'enrichir. Il y en a ici qui disent que le malheur des paysans vient du manque de terre. Eh bien, pour prouver que c'est faux, toute personne qui demande des terres à l'État, l'État va lui en donner. Désormais, le paysan obtient le droit de sortir du mire et d'acquérir les terres qui lui plaît. Tout ayant droit peut sortir de l'indivision, à condition d'entrer dans un certain nombre de critères. Le paysan peut également changer complètement de lieu de vie et se doter de superficies confortables en Sibérie. En effet, l'époque de Stolypine correspond à l'accroissement de la colonisation des terres de l'Est, ce qui est pour lui la conséquence inévitable de l'accroissement de la population. Parce que nous sommes en Russie, bordel. On est le pays qui a le plus de terres cultivables au monde. Et il y en a qui osent dire que le problème vient du manque de terre. Mais donnez-moi 20 ans, et tout le monde aura son lopin. Il faut bien dire que les méthodes Stolypine fonctionnent très bien, le succès est total. Les paysans se précipitent pour obtenir ces nouveaux terrains. 220 000 demandes en 1907, 1 200 000 demandes en 1912. Et Stolypine ne s'attendait pas à un tel succès, près de 15% de la paysannerie saisit l'occasion. Son échéance de 20 ans qu'il annonçait paraît parfaitement réaliste. Notons qu'il le fait dans un contexte très dur. Le tsar est entré tout récemment, en 1905, en monarchie constitutionnelle. Il y a donc une chambre, la Douma. Le tsar ne fait plus ce qu'il veut. La Douma doit voter les lois. Malheureusement, dans cette chambre, tout le monde déteste Stolypine. Les conservateurs, parce qu'ils le voient comme un rouge qui veut monter une bourgeoisie contre les nobles, et les progressistes, parce qu'ils osent toucher à la propriété collective et aux assemblées de village.
Quant au tsar, il n'est pas très intelligent et il ne comprend pas bien les enjeux, disons. Donc Stolypine n'a que des ennemis. Mais il est bon orateur, et donc il se défend face à tout le monde, sans difficulté. Mais il sait que jamais la Douma ne voudra valider ses réformes dans le fond. Un ministre normal aurait laissé tomber, pas Stolypine. Il décide de dissoudre la Douma et de faire passer ses réformes en douce pendant l'intervalle, après la dissolution, avant la réélection. Alors effectivement, ces réformes agraires ont très bien fonctionné. Stolypine mise sur une nouvelle catégorie de paysans. Une catégorie qui n'existait pas jusqu'ici. Ce sont les nouveaux propriétaires, les fameux koulaks qui vont s'enrichir parce qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre concernant leurs investissements. Enfin, les koulaks vont avoir une rentabilité intéressante par rapport aux besoins de la Russie. Ces koulaks ne sont pas nécessairement bien vus. Les koulaks sont devenus une catégorie aisée de paysans qui provoquent l'envie, qui pratiquent le prêt usurier, le négoce. Stolypine, en fait, introduit un début de capitalisme terrien. Et nous, on le comprend très bien, puisque voilà, nous, on est en France, on voit bien que chez nous ici, la bourgeoisie s'est d'abord construite sur la propriété terrienne. Bon, alors, c'est génial Stolypine, c'est génial, ça marche super bien, mais ça fait pas plaisir à tout le monde. Les socialistes sont complètement hors d'eux. Lui, un monarchiste, libéral, chrétien de tendance un peu conservatrice, il est en train d'améliorer la condition de vie paysanne. Ça, c'est pas prévu dans leur schéma, puisque normalement, le capitalisme est censé aboutir à l'inverse. Désormais, ils n'ont plus qu'une seule hantise. Éliminer Stolypine le plus vite possible. On est dans une période d'extrême instabilité. Je vous ai déjà parlé, le ministre Plévé et le grand-duc Serge ont été assassinés. Les coups frappent très haut. Les populistes sont vraiment déchaînés à cette époque-là. Quand il entre aux affaires, Stolypine, il sait que chaque minute compte. Les réformes, il faut les mener très vite. C'est pour ça qu'il dissout la Douma et fait passer ses réformes en douce. C'est parce qu'il sait très bien que le temps est compté. Il faut mener les réformes à bien avant qu'il se fasse assassiner. Et il est bien placé pour savoir que ses heures sont comptées. Ses 2 enfants ont déjà été blessés au cours d'un attentat. Finalement, le 1er septembre 1911, à l'Opéra de Kiev, il reçoit la balle qu'il mérite. Peu importe pour Nicolas II, il ne lui rend même pas visite, il n'a jamais vraiment apprécié Stolypine, il trouvait qu'il lui faisait un peu de l'ombre. Le 5 septembre, le ministre énergique expire après avoir prié pour ses compatriotes. Ses dernières pensées peut-être furent pour ce tsar, qui le méprisait, et que pourtant il a tout fait pour sauver. Ainsi périt celui que Solzhenitsyn nommait le plus grand homme d'État de la Russie depuis 100 ou 200 ans. En fait, cet homme était vraiment le sauveur de la Russie. D'abord parce qu'il apporte des solutions pratiques à un problème paysan qui dure depuis 300 ans. Ensuite parce qu'il était décidé à aller au bout de son idée et que seule la mort était susceptible de l'en empêcher. Il ne voulait pas seulement accéder au désir profond de la paysannerie, puisqu'évidemment que les paysans aspiraient au fond d'eux à la propriété. Il voulait sauver toute la Russie. Un pays où la révolution socialiste était imminente. Je le qualifie de sauveur également pour 2 autres raisons. On sait ce qui va causer la chute du tsar et la tombée du pays dans les griffes du Parti communiste. C'est la guerre. La Première Guerre mondiale a été la grande catastrophe de l'histoire de la Russie et elle n'avait pratiquement pas d'utilité pour le pays. Piotr Stolypine, lui, était contre la guerre. Il disait de quelle guerre peut-il être question alors que nous sommes parvenus à l'intérieur qu'à un apaisement superficiel, que nous n'avons pas encore formé de nouvelles armées, que nous ne disposons même pas de nouveaux fusils. Stolypine aurait donc évité l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale et donc l'écroulement du pays qui en a résulté. Enfin, et vous allez dire c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais je pense pas tant que ça, Stolypine avait mesuré l'influence grandissante de Raspoutine. C'est qui ce type que je vois rôder dans les couloirs du palais? Il n'a rien à faire là. Et l'avenir montrera que Stolypine savait flairer le danger. La propriété collective a étranglé les potentialités de croissance de la paysannerie. C'est Stolypine et lui seul qui a trouvé une solution durable pour améliorer leur état. Elle reposait tout simplement sur l'émergence et la croissance d'une classe de paysans aisés et autonomes, aussi bien dans l'investissement technique que dans la production et dans la vente. Ce sont les koulaks. Ces koulaks, surtout au début lorsque leur nombre était faible, ont suscité une formidable jalousie. Comme les paysans ne sortaient que difficilement du mire, ces apôtres du marché libre s'attirèrent la réputation d'individualistes et d'usuriers. Leurs compères qui ne parvenaient pas à les égaler nourrissaient envers eux une jalousie profonde et en vinrent à rêver de les voir pendre au bout d'une corde.
Mais ce réflexe est vraiment malsain, parce qu'il suffisait de laisser les réformes continuer, laissez-moi 20 ans, disait Stolypine. Et n'importe quel paysan aurait pu accéder au statut de propriétaire. Mais en 1911, l'assassinat est arrivé trop tôt, seul 15% de la paysannerie a été libérée. En 1917, Lénine libère, comme une boîte de Pandore, toute cette rancœur et dépouille les koulaks de tout ce qu'ils possédaient, faisant entrer la Russie dans l'ère des grandes famines. Avec Lénine, bien sûr, la paysannerie tombe plus bas que terre, et jour après jour, la définition du koulak dégringole avec l'appauvrissement du pays. Déjà, le koulak, normalement, en 1911, c'est un paysan enrichi par les réformes de Stolypine, qui cultive ses terrains avec une bonne efficacité, qui permet de conforter la situation alimentaire de la Russie, ou des villes russes en particulier. Quelques années plus tard, en 1918, c'est plus la même chanson. Le koulak, ça désigne tout paysan qui possède en propre une vache ou des volailles. Et après la grande famine artificielle de 1921, Zinoviev clôt le sujet. Au fond, si t'as de quoi manger, c'est que t'es un koulak. Stolypine avait vu juste. Dès que Lénine a pris le pouvoir, la paysannerie s'est retrouvée dans les conditions les plus effroyables qu'on ait jamais vues. Elle en vint à regretter le servage. Le système réquisitionnait toutes les productions et acculait les koulaks au suicide. En 1919, tous les koulaks restants sont arrêtés et fusillés sur jugement du tribunal révolutionnaire. En 1920, on se rend compte qu'il faut compter sur les réserves de blé, car rien n'a été planté l'année précédente, et en 1921, c'est la première famine artificielle de la Russie. Ils deviennent des cannibales, ils mangent les petits-enfants qui ont le malheur de s'égarer. C'est ça, la Russie de Lénine. Et c'est un pays capitaliste, les États-Unis, qui fournit l'aide humanitaire. Je répète, en 1921, c'est un pays capitaliste, les États-Unis, qui fournit l'aide humanitaire pour nourrir des millions de Russes qui vivent sous la tutelle communiste. Parce que dans les pays où règne la loi du marché, où il y a effectivement plein de défauts, je suis le premier à le dire, au minimum, les champs de blé produisent du blé. En 1921, Lénine reconnaît à demi-mot qu'il s'était trompé et fait demi-tour. Aussitôt, la prospérité agricole revient. Cette famine artificielle a été seulement un premier opus puisque la Russie en comptera 3 au total, une sous Lénine et 2 sous Staline. La propriété collective, puis la dékoulakisation vont faire leur retour brutal sous Staline. Ce sont les kolkhozes et c'est la famine en Ukraine. Il faut attendre 1966 pour que Khrouchtchev desserre l'étau sur les kolkhozes en leur laissant une certaine liberté d'achat et de vente autonome. Néanmoins, la propriété collective rend toute initiative personnelle impossible. L'agriculture tourne toujours au ralenti en Union soviétique. En 1993, Boris Yeltsin met fin aux kolkhozes. C'est seulement avec Poutine, le nouvel autocrate des temps contemporains, que l'État russe réussit vraiment à redynamiser la paysannerie pour qu'elle puisse faire son travail, refermant une lourde page de l'histoire de la Russie. Stolypine, en écartant la Russie de la guerre mondiale et du socialisme, aurait pu sauver quelques 30 ou 40 millions de vies humaines. Mais il est mort trop tôt. Son tombeau aujourd'hui se conforme à ses vœux. En effet, sentant qu'il mourrait bientôt, il avait écrit dans son testament « Je veux qu'on m'enterre là où on m'aura tué ». Son souhait a été respecté et sa tombe se trouve aujourd'hui au cimetière de la Lore des grottes de Kiev.